Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur les couleurs. Alors je préfère vous le dire tout de suite, si vous n'avez pas vu la première partie, rien ne sert de regarder celle-ci. Vous n'allez pas toujours comprendre de quoi on parle. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit i ici en haut à droite. Bien évidemment, comme d'habitude, vous commencez à être un peu habitué. Vous avez aussi le site Brut de Capteur, la page Facebook, voilà. Pour s'abonner, c'est ici, à total. Maintenant que tout cela est dit, on va voir que le choix des couleurs dans une image vont vous donner des rendus très différents. Cela fait référence à la théorie des couleurs complémentaires. Mais avant cela, on va faire quand même un ou deux petits rappels sur le cercle chromatique. Le cercle chromatique est un concept qui a été beaucoup amélioré avec le temps, au fil du temps, mais l'un des premiers à avoir fait une représentation de ce cercle chromatique, c'est Newton. L'un des premiers, bien évidemment. Et oui, parce qu'il avait de l'avance sur quand même pas mal de monde. Il y en a d'autres comme ceux d'Iten, Munsell, et Chevreul, je vais y arriver, mais ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes couleurs primaires que celles qu'on retrouvera en synthèse soustractive ou additive. En gros, c'est un cercle comme celui-ci qui classe les couleurs de cette façon. On y retrouve les couleurs primaires, à savoir non plus le rouge, le vert et le bleu de nos cours de physique, mais bien le rouge, le jaune et le bleu, cette fois-ci de nos cours d'art plastique. Voilà. On y retrouve donc les couleurs primaires, avec lesquelles on pourra également recréer toutes les autres couleurs, mais aussi assez facilement les secondaires. Avec du jaune et du rouge, on fera de l'orange. Avec du rouge et du bleu, on fera le violet. Et avec le jaune et le bleu, on fera bien sûr le vert. Vous pouvez remarquer aussi qu'elles sont classées dans le cercle de façon à ce que ce soit simple à deviner. Le vert se trouve entre le jaune et le bleu, le violet entre le bleu et le rouge, l'orange entre le rouge et le jaune, ainsi de suite. Mais ce cercle, qui nous révèle les couleurs primaires et secondaires, nous révèle également autre chose. En effet, tout d'abord dans le traité des couleurs de Goethe, puis par la suite dans certains travaux de Chevreul, il ressort que les couleurs opposées, lorsqu'elles sont mélangées, on obtient des teintes avec des niveaux de couleurs très très bas, voire même complètement inexistants. En gros, c'est très simple, on obtient du gris. D'ailleurs, beaucoup de peintres ou les gens qui font de l'art plastique savent que pour assombrir une teinte, il faut simplement ajouter à la couleur en question un peu de sa complémentaire dans le cercle chromatique. Mais si, en mélangeant les complémentaires, on obtient des teintes neutres et théoriquement sans dominante, c'est aussi parce que, côte à côte, les complémentaires offrent un contraste de couleurs extrêmement important. Prenons par exemple une photo assez banale que j'ai faite en Croatie. Quoi de plus banal d'ailleurs qu'un coquelicot dans l'herbe. J'ai donc misé sur le fait d'avoir des couleurs complémentaires dans la même image, de sorte que mon sujet ressorte le mieux possible. On le voit ici, l'association du rouge et du vert fonctionne assez bien. Les coquelicots qui se trouvent au second plan, se retrouvent sur un fond bleu. Et on le voit, même si le contraste de couleurs est important, cela fonctionne tout de même un petit peu moins bien. Bon, on pourrait émettre plein de critiques sur cette photographie, comme le fait par exemple d'aller jusqu'en Croatie pour photographier des coquelicots, ça n'a pas vraiment de sens, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'était bien sûr de mettre en exergue le fait que les contrastes de couleurs, c'est important, et que quand on utilise des couleurs complémentaires, c'est d'autant plus mis en valeur. Tout cela n'est pas de moi, ce n'est pas de mon invention, bien sûr, puisque l'on peut retrouver cette théorie chez pas mal de peintres impressionnistes, ou même des pointillistes, comme Georges Seurat, ou encore d'autres peintres très connus comme Delacroix et autres. Une illustration assez simple d'un tableau très connu pour ça. Et pour rester dans le même thème, vous allez comprendre les coquelicots de Claude Monet. Il juxtapose des touches de rouge et de vert. On retrouvera également des touches de jaune à la cime de l'arbre ici, laissant penser, avec les teintes qui s'y prêtent dans les nuages d'ailleurs à gauche, à une lumière jaune, une lumière de soirée, à côté du bleu du ciel. On retrouvera la même chose avec le parapluie bleu dans l'herbe jaune, plus bas. Parfaite illustration de ce que l'on appelle la loi des contrastes simultanés des couleurs. Vous remarquerez qu'il existe beaucoup de similitudes entre les peintres et les photographes. Que ce soit en termes de composition ou de couleur, ces deux corporations ont tendance à être régies par des lois esthétiques identiques, ou en tout cas qui se rapprochent. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur la composition si vous n'en êtes pas persuadé. Cette loi du contraste simultané des couleurs est un phénomène qui fait bien sûr référence à notre perception des couleurs. Monet, en plaçant le rouge et le vert, nous donne l'impression que le rouge est plus lumineux, plus saturé.
Le mystère de la perception humaine est encore plus vaste, mais pour comprendre à quel point les sens sont perturbés par les contrastes, je vous mets cette petite illusion d'optique. Les cylindres de gauche à droite et de droite à gauche ont exactement la même teinte grise et exactement le même volume. Alors que notre œil aurait tendance à nous dire que celui de gauche est plus petit et beaucoup plus clair que son opposé de droite. Il n'en est rien. Si je croppe mon image pour garder que le centre de mes cylindres, eh bien on peut vérifier qu'ils sont bien identiques. Vous l'avez saisi, celui qui est sur fond noir est perçu plus clair que celui qui est sur fond blanc, car notre œil en fait des associations avec ce qu'il y a autour. C'est d'autant plus remarquable ici en niveau de gris, mais pour les couleurs c'est exactement la même chose et exactement les mêmes mécanismes. Prenons par exemple ce petit carré au centre de ce carré bleu. On est dans la configuration de couleurs complémentaires et on voit bien qu'il paraît plus clair que son homologue d'à côté, le petit carré dans le petit carré orange. Encore une fois, il n'en est rien. Ces deux carrés ont exactement la même couleur. L'un paraît simplement plus clair que l'autre, à cause de ce qu'il y a autour de lui. Encore un exemple que les complémentaires renforcent les contrastes naturels. Allez, j'arrête de vous parler de complémentaires, sinon vous allez me tuer. On a vu dans la première vidéo que les conditions atmosphériques agissent également énormément sur la couleur de la lumière et donc sur la couleur de tous les objets qui nous entourent. Il semblerait qu'un temps assez nuageux donne lieu à des contrastes de couleurs et de tonalités assez faibles, des rendus très neutres, comme on le voit ici. Un temps pluvieux ou très couvert donnera des rendus très grisouilles, limite sales, des choses qui donnent rarement envie, comme par exemple ça. Voilà, on a des contrastes de couleurs très faibles, c'est très gris, c'est des tonalités très neutres et c'est pas terrible. Si on oublie le fait d'ailleurs que j'ai balancé beaucoup de lumière sur mon sujet, grâce à un gros flash, eh bien on voit bien que dans le fond, le temps est catastrophique et ça me rend tout gris, tout est grisouille, c'est vraiment dégueulasse. Pour des contrastes plus importants et des couleurs plus saturées, plus denses, eh bien on préférera les lumières intenses, les lumières fortes d'une journée ensoleillée, ou tout du moins d'une journée où l'alternance de nuages et de soleil est assez faible. Cela dit, cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire de photographie par des temps couverts ou nuageux, ou que le meilleur moment pour faire de la photo, c'est des journées très ensoleillées quand le soleil est au zénith. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est aussi lié donc à l'intensité de la lumière. Plus une lumière est faible, et moins le rendu de couleur est contrasté, et inversement. Plus une lumière sera forte, et plus les contrastes de couleurs seront importants. Avec les dernières lumières de la journée, on obtiendra une lumière plus rouge. Ça, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo. Et cela a aussi un impact sur les couleurs. En effet, les ambiances sont plus rouges, voire même jaunes, comme dans ces images. Et on voit bien que la colorimétrie n'est pas celle d'un début de journée ou d'un après-midi normal. Et juste après, entre le moment des derniers rayons de soleil et la nuit, il y a un moment que les photographes de paysage connaissent très bien et que l'on appelle le moment bleu, ou les blue hours. À cet instant précis, qui dure très peu de temps, le rendu de votre photographie sera assez bleuté. Tout cela s'explique par un phénomène physique très connu, mais il faudrait parler d'ondes électromagnétiques, et là je sens qu'il y a des gens qui vont m'insulter. Voilà, bref, c'est de la physique, je passe donc très rapidement. Cela d'ailleurs est très intéressant puisque ça répond aussi à une des questions les plus posées dans Google, et aux parents d'ailleurs, à savoir pourquoi le ciel est bleu. Mais bon, il faudrait une vidéo d'1h30 et on n'a plus le temps. Voilà, étant donné que le contenu est quand même assez important, cette deuxième partie est finie et elle est assez courte mais elle est très chargée. Ça fait quand même beaucoup de choses à retenir et en parlant de ça d'ailleurs, il y a longtemps que j'ai pas fait une rubrique à retenir. On verra peut-être pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui me donne envie de continuer et qui m'encourage dans cette voie. Je vous rappelle que vous pouvez encore m'envoyer vos photographies au format RAW. Je l'ai déjà dit, la vidéo de la semaine dernière, vous connaissez ça. J'organise une petite sélection de vos photographies pour faire un petit épisode Lightroom et pour voir jusqu'où on peut traiter vos photographies. Donc si vous avez envie de voir comment je peux traiter vos photos, voilà, vous m'envoyez un RAW, vous connaissez l'adresse. brutdecapteur@outlook.fr. Nous on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 11h pour la troisième partie de cette vidéo. On parlera notamment beaucoup de post-traitement, mais aussi un petit peu de matos.
en tout cas succinctement, car on verra aussi que notre matériel et que nos réglages ont aussi une influence, même si elle est très légère, mais elle a une influence sur le rendu de nos couleurs. Allez, nous on se dit à mercredi prochain 11 h comme d'hab, ciao ciao et n'oubliez pas de partager. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.